Donc, juste vous dire que moi, alors, ne vous attendez pas à un exposé, tout ça, petit A, petit B, petit C, tout ça. Je n'ai rien d'un universitaire, j'ai rien contre eux. J'ai hâte de les écouter. Il va y en avoir dans ces rencontres. Mais moi, je ne sais pas faire. Donc, c'est plus par rapport à ce que j'ai vécu depuis 40 ans, depuis, ouais, enfin, peut-être pas autant quand même, mais au moins 30 ans. Avec la Ligue de l'enseignement et au niveau du travail que j'ai mené avec des groupes, surtout avec des groupes, au niveau du cinéma jeune public. Alors juste avant, peut-être vous dire deux mots, parce que si on est tous là, s'il y a ces rencontres, ça ne vient pas de nulle part. Il y a quand même des choses qui se sont passées. Et juste évoquer deux, trois petites choses avant. Je crois que c'était dans les années 1975. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gérard Lefebvre, qui était dans la région parisienne, entouré de quelques autres personnes, a mis en place un manifeste qui s'appelait le manifeste auquel les enfants ont droit. Et je crois que ça a déterminé pas mal de choses, parce qu'il faut vous dire que vous connaissez, vous allez dans nos salles de cinéma et tout ça, vous savez que les salles, elles sont classées et tout ça, et qu'il y a notamment, il y avait des salles, il y a des salles recherche. Et il y avait beaucoup de salles de recherche en France qui passaient en cinéma, qui passaient donc des films extrêmement pointus pour les adultes et tout ça. Et au niveau des enfants, c'était les Walt Disney qui sortaient, etc., etc. Des films assez insignifiants pour le cinéma pour le jeune public. Et c'est qu'en 75, il y a eu une prise de conscience comme ça, comme quoi, ben, pourquoi pas mettre des films de qualité, des films avec lesquels on peut parler d'art pour les enfants, aussi bien que pour les adultes. Et voilà comment c'est né, ça. Et en fin de compte, dans toute la France, quelques salles, je parle de Quimper, je vois Marseille, le Montreuil dans la région parisienne, toutes ces salles se sont mis à faire un Grenoble, Marseille, ouais, je l'ai dit, je crois, Saint-Étienne. Et toutes ces salles se sont mis à travailler sur le cinéma jeune public. Et ça, c'était bien avant les dispositifs. Enfin, quand je dis bien avant, c'était quelques années avant les dispositifs. Et les dispositifs sont arrivés. Donc, à un moment donné, collège au cinéma, puis après, école et cinéma. Qui, quand même, avec deux... Alors, moi, c'est pour ça que je suis content maintenant qu'au sein de Passeurs d'images, mais même déjà depuis un an ou deux, il y ait maintenant cette collusion entre école et collège. Moi, je trouve ça très bien. Parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas nés tous les deux, tout à fait de la même façon. D'un côté, collège au cinéma, c'est plus des exploitants qui se disent « il n'y a plus d'ados dans nos salles, il faut vraiment qu'on ramène les ados dans la salle et on va essayer de faire des tarifs, etc. etc. » Donc, c'était une histoire de se dire « bon, il y a un manque, il y a aussi un manque à gagner, il y a moins de spectateurs et tout ça. » Donc, on va essayer de faire rentrer les ados, donc on va mettre en place collège au cinéma. Et puis, donc ça c'était les exploitants et le CNC. Et puis après, il y a eu école et cinéma. Et là, c'est Ginette Dissler, c'est Khaled Gorbal, tous ces gens. Olivier Demey que vous avez là, moi je l'ai connu. Il était grand comme ça, il était objecteur de conscience et effectivement, il a démarré les premières rencontres il y a à peu près 25 ans. Et là, il y avait une autre démarche. Il y a quand même, c'était la direction des écoles et le CNC. Et donc, il y a eu, c'était pas tout à fait la même philosophie. Et c'est pour ça que je dis que de faire maintenant les deux, c'est quand même super. Alors, le sujet un petit peu... Alors, comment ça va se passer ce matin? Ça va se passer que on va parler un petit peu de pourquoi amener un petit peu les enfants dans les salles de cinéma. Quel va être notre rôle, nous, adultes, quel va être notre rôle d'enseignant ou d'éducateur par rapport à ça, et voir un petit peu l'impact que peuvent avoir, entre guillemets, l'impact que les films que l'on présente aux jeunes spectateurs. Puis après, nous verrons donc... alors, j'espère avoir le temps de vous montrer. Vous allez voir que dans tous ces dispositifs, il y a eu une évolution et qu'à un moment donné, il y a eu même, il y a une quinzaine d'années à peu près, entre 15 et 20 ans,
des documents d'accompagnement. J'allais dire, je pense à Histoire de plan. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler d'Histoire de plan d'Alain Bergala? Très peu, donc ça vaudra le coup de jeter un œil. Et Alain Bergala, vous allez voir que c'est quelqu'un dont on va entendre le nom bien souvent parce que il est pour moi une des âmes d'École et Cinéma avec Carole Desbarats, qu'on entendra demain. Et puis après, on verra donc un film de Jean-Michel Bertrand, qu'on a été quelques-uns à essayer de faire rentrer dans le dispositif, et il est rentré dans le dispositif. Un film qui date de 2 ans, qui était passé complètement inaperçu. Puis après, on fera un petit peu le bilan. Vous nous direz un petit peu si ce module, un petit peu, ça vous satisfait, si ce module, il faut y apporter des choses, et s'il faut enlever des choses, s'il faut en rajouter, etc., etc. Juste avant de démarrer, proprement dit, enfin j'ai déjà démarré, mais tous les gens qui sont là sont des gens qui sont dans le dispositif déjà. Il n'y a pas des... Vous êtes déjà dans le dispositif depuis un certain nombre d'années, vous n'êtes pas des novices et tout ça. D'accord? Si, toi tu es novice. D'accord, ok. Eh bien, bienvenue aux étudiants. Alors, juste... se mettre bien d'accord, mais ça je pense que tout le monde l'est, mais c'est quand même bien de le rappeler, que le cinéma dont on va parler ce matin, alors il est évident que quand on est à l'école, le cinéma, par rapport aux gens qui amènent les enfants au cinéma, ça peut se passer de différentes façons. Ça peut être le film de fin de trimestre, ça peut être le film de Noël, ça peut être le film parce qu'il y a un truc au niveau de la leçon d'histoire qu'on a fait, ça peut être ça. Bon, moi, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler véritablement du cinéma en tant qu'art. Bon, je vous apprendrai rien en disant que le cinéma, on l'appelle le 7e art. Donc, on le prend en tant que tel, c'est-à-dire j'amène mes élèves au cinéma parce que j'ai une démarche par rapport à cet art, par rapport au cinéma que je prends comme un art. Donc ça, on est bien d'accord. Alors, quel va être un petit peu notre... c'est vrai que la définition de l'art, moi je l'aime bien, celle-là. Je vous ai dit, Bergala, on va l'avoir, on va souvent entendre parler de l'art. Cela ne s'enseigne pas, cela se rencontre, cela s'expérimente, cela se transmet par d'autres voies que le discours du seul savoir, et même parfois sans discours du tout. Et c'est-à-dire que dans cette démarche qu'il va y avoir, il sera plus question, pour moi, d'une démarche artistique que d'un enseignement artistique. Ça, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que, donc la première chose, c'est vrai que quand vous amenez des enfants au cinéma, c'est d'essayer de leur faire voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et moi, je trouve que par rapport à l'évolution de notre société, par rapport aux tablettes, au streaming et tout ça, vous avez une responsabilité encore plus lourde, plus importante encore que nous au début, parce que nous, il y avait la salle de cinéma, il y avait quelques magnétoscopes et tout ça, mais maintenant, c'est vrai que... Et donc, d'amener des jeunes dans une salle de cinéma, pour moi, c'est extrêmement important. De les ramener dans un endroit où même, on le sait, l'expérience de cinéma est une expérience individuelle, mais quand même, même si c'est une expérience individuelle, c'est quand même mieux d'être au milieu des copains ou des copines. Donc, il y a cette démarche qui est intéressante. Ce cérémonial de la salle de cinéma, ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après, la salle de cinéma est un lieu social, c'est un lieu de convergence, de public, de population. Oui, on est dans le vivre ensemble et tout ça dans une salle de cinéma. Donc, il y a tout ça. Donc, pour moi, ça me semble déjà extrêmement important par rapport à ça. Et puis,
le gros problème, et là je recite encore Alain, l'une des caractéristiques des films qu'il faut socialement avoir vus est leur pouvoir de séduction immédiat. Ce sont des films toujours déjà aimables, n'offrant jamais de prime abord aucune résistance à la première vision, sans nécessité d'apprivoisement, des films totalement digestes. Voilà, notre but pour moi, ça sera de faire voir justement l'inverse de ces films. Parce qu'ils ont envie d'aller voir, qu'ils vont aller voir. Mais nous, le rôle de l'école, le rôle de nous, éducateurs, enseignants, ça sera de leur faire voir tout autre chose. Et alors après, il y a un deuxième point, c'est le rôle que va avoir l'enseignant. Parce que moi, je trouve que l'enseignant, il faut qu'à un moment donné, il quitte sa casquette. Il quitte sa casquette. Alors déjà, je sais pas ce que vous faites, vous. Est-ce que vous prenez un temps au début de l'année pour... je dis ça parce que je me rappelle, j'étais dans l'Isère et j'avais fait une conférence pédagogique et je travaillais avec des gens depuis longtemps au niveau d'école et cinéma et j'avais été étonné parce qu'en fin de compte, ils disaient quasiment rien avant d'aller voir les films. De rien dire sur le film, ça ne me gêne pas, ou pas dire grand-chose. Mais c'était de dire pourquoi j'amène mes élèves au cinéma. Quelle est ma raison profonde de ça? Alors, tiens, je vais vous poser la question. C'est quoi, votre raison profonde de ça? Pourquoi vous amenez vos élèves au cinéma? Là, j'ai posé une question con, quoi. Parce qu'ils n'y vont pas. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on disait, en tout cas qu'ils n'y vont pas. Non, mais ça arrive. Et en plus, de moins en moins, peut-être par rapport à ce qu'on disait, la tablette, le streaming, etc., etc. Ouais, après. Comment? Ouais, ressentir des émotions ensemble. Ça t'a l'air de dire que peut-être ça peut changer l'ambiance d'une classe, quoi. OK. Faire rentrer dans un parcours culturel, ouais. Ouais, quoi d'autre encore? OK, ça on est bien d'accord. Alors, parle plus fort, s'il te plaît. Montrer les œuvres dans leur dimension réelle et pas sur des petits écrans. Ouais. Et il y a un truc, je sais bien que c'est un gros mot encore à l'éducation nationale, c'est la notion de désir et de plaisir, que je n'ai pas entendu là. C'est-à-dire, non, je m'excuse si c'est une boutade, c'est gentil, c'est pas... Mais ce que je veux dire, non, mais... Et de plus en plus quand même. Oh, il faut que je vous dise, parce qu'on parlait de formation tout à l'heure, quand je suis arrivé à Ciné 32, dans le Gers, on avait, écoutez-moi bien, 15 jours sur le cinéma. Il y avait des stages de 15 jours sur le cinéma. 15 jours, 2 fois une semaine. Donc, alors, pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, à un moment donné, dans ce qui va se passer, et c'est un peu ce que tu as abordé, ce qui va se passer, je crois qu'à un moment donné, vous allez, quand vous allez à l'école et cinéma, collège au cinéma, vous êtes plus prof, quelque part. Vous allez être des spectateurs comme eux. D'ailleurs, moi, je suis toujours étonné. Écoutez, la séance, elle commence déjà, elle commence parfois dans votre classe, par rapport à ce que vous allez dire, mais elle commence des fois. Moi, quand je suis dans une salle de cinéma, je vais présenter un film et que j'entends la prof ou le prof. Ah, toi, tu te mets là, toi, là, puis alors, bien en rang, tous ces trucs-là. Là. Putain, mais déjà, est-ce que ça peut pas se faire calmement? Est-ce que tranquillement, ça ne serait pas possible? L'idéal, d'ailleurs, mais alors souvent, les écoles et cinéma, tout ça, il y a beaucoup de jeunes, mais l'idéal, ce serait que les gamins puissent se mettre chacun à la place où ils ont envie. Ça serait ça, l'idéal. Et si vous voulez, dans cet état d'esprit, ou de dire que le prof là, il n'est pas là venu pour les amener comme ça au cinéma, il est surveillé, non, il est venu là pour voir un film avec eux, un film qu'il a aimé lui, qu'il a aussi en lui, parce qu'on n'amène pas
pour moi, on n'emmène pas, quand on est prof, des enfants au cinéma comme ça. C'est qu'il y a un désir profond. Pour moi, le geste est plus important que ce que vous allez dire avant et après. Rien que ce geste d'un adulte qui a un désir, un plaisir, et qu'il fasse passer ça à l'autre. Voilà. Et je trouve que, et là, vous n'êtes plus des profs qui ont un savoir par rapport aux élèves qui ne savent pas. Non, vous êtes des gens qui transmettez. Vous devenez des passeurs. Et tout ce qui chapeaute école, et vous avez vu maintenant, ça s'appelle passeur d'images. Ouais, on est tous des passeurs d'images. Et vous l'êtes autant que nous. Vous l'êtes avec vos classes et tout ça, mais c'est aussi important par rapport à l'institution passeur d'images. Donc pour moi, ça me semble important. Et ça, c'est au fil du temps que je trouve que... parce que, si vous voulez, c'est à un moment donné, quand les choses se sont mises en place, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi il n'y aurait pas des profs qui seraient spécialistes en cinéma? Et là, ça a été une levée de bouclier, notamment Bergala, donc c'était au moment avec Lang et tout ça, hein, qu'ils ont mis ça en place et tout. Parce qu'il n'était pas question de ça. Il était question de passeurs, et non pas vous n'allez pas faire une leçon de cinéma à vos élèves après que vous les avez amenés voir un film. Donc pour moi, cette dimension, elle est très très importante. C'est-à-dire quel va être notre rôle et tout ça. C'est-à-dire initiateur, passeur. Et puis après, je dirais, c'est de laisser du temps. De laisser du temps parce que il se passe... Alors, là où j'ai oublié l'enfant, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est que pour moi, et regardez-vous, fermez les yeux et pensez au premier film que vous avez vu et peut-être qui a conditionné certaines choses dans votre vie, qui n'a pas conditionné votre vie, mais un film qui vous habite, un film auquel vous pensez et qui je ne sais pas, qui procure une attitude au fait que vous soyez là peut-être. Et c'est-à-dire, les films qui nous habitent un petit peu, et il y a beaucoup de films qui nous habitent, qui nous regardent, et qui nous regardent par rapport à notre enfance, par rapport à notre adolescence. Rappelez-vous, moi je trouve qu'ils sont extrêmement importants. Et même si ce sont des films, moi je vais vous raconter une histoire. En fin de compte, mon père m'a mis, il était cordonnier, il ne connaissait rien au cinéma, et à 13-14 ans, il m'a inscrit au ciné-club à Beauvais, au ciné-club. Et cette année-là, donc je vais avoir 13-14 ans, un truc comme ça, et j'ai vu une dizaine de films, mais il y en a deux dont je me rappelle, L'Inconnu du Nord Express, d'Hitchcock, parce que ça m'avait plu, il y avait de l'action, et ça, et l'autre, c'était avec Marilyn Monroe, The Misfits. Putain, j'avais pas compris grand-chose, mais il y avait une ambiance, il y avait une couleur, et puis il y avait surtout un mec qui était bonimenteur, qui manifestement était amoureux de Marilyn Monroe. Ça, c'est clair et net. Donc, mais je me rappelle de ça. Donc, c'est des films. Est-ce que j'ai fait ce boulot après par rapport à ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc, et même si The Misfits, j'ai pas tout compris, en fin de compte, est-ce que c'est gênant aussi, parfois, de faire voir, et il y a des fois des films que vous voyez, que l'on voit quand on est jeune et tout ça, et donc on ne comprend pas tout et tout ça, mais qui restent néanmoins à nous. Donc pour moi, ce geste de faire voir des films atypiques, des films qui sortent de l'ordinaire, des films à essai aux élèves et tout ça, aux enfants, moi c'est extrêmement important. Et des films, j'allais dire, à rebrousse-poil, des films poil à gratter, parce que bon, ils ont l'habitude d'aller en voir d'autres. Donc pour moi, et méfions-nous justement de ces films poil à gratter, parce qu'on a la même, nous adultes, on va voir un film et on ne va pas aimer le film et tout ça, et peut-être que 2 ou 3 ans après, c'est des films qui sont encore en nous. Voilà. Je vais redire une ou deux... Non, parce que je voudrais que vous voyiez quand même Attelage d'un camion. Le passeur est quelqu'un qui donne de sa personne, ça c'est Serge Danet, hein. Le passeur est quelqu'un qui donne de sa personne, qui accompagne dans la barque ou sur la montagne ceux
ce qu'il doit faire passer, qui prend les mêmes risques que ceux dont il a provisoirement la charge. Aujourd'hui, tout le monde se décrète passeur pour blanchir ou ennoblir à peu de frais des besognes ou des intérêts, où il n'y a ni risque ni traversée. Ouais, parce que pour moi, dans le côté passeur, il y a risque, il y a prise de risque. Parce que, ouais, et parce que quand vous allez aller faire voir... Alors, d'ailleurs, quand je dis il y a prise de risque, on se rend compte que dans les dispositifs, tiens, il y a des films qu'on ne voit pas beaucoup. Tiens, dans comment dire, dans École et Cinéma, ah tiens, la vie est immense et pleine de dangers. Ah ouais, un petit garçon, on parle du cancer, de son cancer, tout ça. Alors que pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs professionnels de ma vie professionnelle et de ce que j'ai vécu avec les enfants. Bovine, ah putain, ça parle des vaches pendant 1h05, ça parle pas, il n'y a pas de... etc., etc., etc. Donc là aussi, le fait de prendre ces films, moi je parle de ces films parce que ce sont des documentaires, et avec les documentaires, c'est pas toujours bien vu, et surtout quand il n'y a pas de voix off. Donc, là aussi, un prof, une institut, un professeur d'école qui va amener ses enfants voir ce genre de film, il y a une prise de risque. Et pour moi, chez le passeur, il y a toujours une prise de risque. Et c'est ça qui est bien, c'est de se mouiller. C'est qu'en fin de compte, là, l'adulte doit se mouiller. Il n'est pas seulement en disant « je vais amener comme ça ». Non, je vous dis, pour moi, le geste, il est important. La seule attitude possible pour le pédagogue, ça c'est Alain Bergala, est de parler en toute honnêteté des films qu'il aime avec la part d'enfance qui subsiste en lui, à la condition expresse qu'il y ait pris lui-même un réel plaisir de spectateur et non pas entrevu les plaisirs folâtrés d'un pédagogisme paternaliste du type « cela est bon pour eux, même si ça ne l'est pas pour moi ». C'est clair, net et précis. Donc, juste vous dire que dans ces... Moi, je ne sais pas, dans cette démarche qu'on a eue, il y a des gens qui nous ont accompagnés. Je citerai Carole Desbarras, je l'ai dit déjà tout à l'heure et vous l'entendrez demain. Et puis un monsieur qui s'appelle Alain Bergala. Ce sont des gens qui venaient à nos rencontres et c'est des gens qui éclairaient un peu notre façon de faire notre boulot. Mais j'aimerais vous dire aussi que surtout notre façon de travailler, je vais vous le dire ce que c'était, c'est qu'on voyait des films, d'accord, et qu'on en parlait entre nous. Et donc on avait des réunions, il y avait des festivals, et il y avait un festival par exemple qui reprend un peu là, à Aubervilliers, que ça s'appelle « Pour éveiller les regards ». Et c'est beau déjà comme terme. Donc, il y avait tout ça. Et on parlait inlassablement de ces films. On parlait de toute autre chose dans ces soirées. Mais on parlait des films et de ce qu'on allait en faire. Voilà. Et là, justement, je parlais d'Alain Bergala parce que donc lui, il a fait des tas de... Il écrit des livres, il a fait des films. Et il a été donc aux côtés de Lang en 2000, si je me rappelle bien, et où on l'a chargé, au début il n'était pas très chaud, mais de s'occuper un petit peu d'école et cinéma. Et c'est lui qui a mis en place ces fameux, ce qu'on appelait, vous savez, les livrets verts, là, vous vous rappelez de ça, vous rappelez de ces les petits livrets verts qu'on en avait, avec Catherine Chapira. Et à un moment donné, il a eu l'idée d'un accompagnement un petit peu différent, qui s'est appelé Histoire de plan. Et alors, il était parti de quel principe ? Il disait qu'en fin de compte, il n'y a pas que lui qui le dit, Jean Douché aussi, qu'un film se résume en un seul plan. On prend un plan du film et il raconte en gros le film. Lui, il partait de ce principe. Et donc, il a fait comme ça sur les films du dispositif. Il avait fait ça avec une quinzaine, il y a eu une première année, une deuxième année. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est le tout début du cinéma. Donc, le tout début, on ne se casse pas la tête, il y avait qu'un plan. Donc, c'est sur un plan. Et lui, il imagine qu'il est sur sa table de montage et qu'il fait avancer le plan, qu'il fait reculer, qu'il fait des ralentis, etc., et qui parle avec le réalisateur et qui voit un petit peu, qui parle de ce plan.
Donc il a écrit des choses et il l'a fait jouer après à des acteurs. Et là, ce qu'on va voir, c'est attelage d'un camion, d'accord, donc des Frères Lumière, 1896. Donc on va regarder par rapport à la... On va regarder le film. Vous vous rappelez, hein, les films Lumière, 40-45 secondes, plan fixe, etc., etc. On regarde ça et après, on parle de ce plan. Puis après, on regarde un peu ce qu'en a fait Alain Bergala. Donc, à la fin du plan, on s'arrête et je reprends la parole. Enfin, surtout la salle reprend la parole. Alors, vous venez voir donc l'attelage d'un camion. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous avez vu et puis surtout ce que vous avez ressenti. C'est une double question. Allez-y, lâchez-vous. Ouais. Tu t'attendais à voir de quoi? D'accord. Alors quand tu dis tu t'attendais, ça veut dire que quoi? Il y a quoi chez toi qui se passe? Oui, mais quand tu dis je m'attendais à, donc ça veut dire que tu n'étais pas, tu t'attendais, mais tu n'étais pas sûr. Il y a quoi alors qui se passe là chez le spectateur? Comment? L'imagination, une attente. Même j'irais plus loin même, presque. On n'est pas chez Hitchcock, mais bon. Ouais, presque un suspense, ouais. Ouais. Quoi d'autre encore? Ouais. Vous avez vu? Diagonale parfaite. Et je vous rappelle quand même une petite chose, c'est qu'il n'y avait pas d'œilleton. Hein. Donc c'était, alors pas au pif, mais ils regardaient avant ce qu'ils allaient faire et ils traversent l'écran, vous avez vu, en transversal. Hein. Ils rentrent d'un côté et ils sortent de l'autre. Voilà. Ouais. Ok. Et le plan commence juste au moment où les chevaux rentrent dans le champ. Ouais. Il se termine quand l'attelage, en fait, au niveau timing, on a l'impression que c'est pensé, calculé. Enfin, je sais pas. Hein, mais... Non, mais quand vous regardez les deux premiers plans de, parce qu'on n'a pas le temps là, mais on aurait pu regarder les deux premiers plans des films Lumière, la sortie des, vous savez qu'il y a eu même 3 plans de fait, mais quand on regarde 2 plans, il y a Serge Labarthe dans un film, Le cinéma à vapeur, où il fait voir les 2 plans, et en fin de compte, on voit manifestement que les 2 plans, c'est pas tout à fait la même chose qu'ils racontent, et notamment la fermeture et l'ouverture de la porte. Dans le premier film Lumière, elle n'y est pas, tandis que dans le deuxième, si, il y a l'ouverture quand même, mais il n'y a pas la fermeture. Et dans l'autre, il y a la fermeture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont maîtrisé le temps. Donc il y a la maîtrise du temps. Donc il y a déjà de la mise en scène. Ouais, quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce plan? Alors, mais aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a l'impression aussi, là, il est vraiment dans le témoin de son temps, de ce qui se passe. Ouais, bien. Ouais, bien sûr. Témoin sur le cinéma, témoin de son temps. C'était le premier art qui était comme ça, bien sûr, et qui bougeait, et qui... Ah ça raconte pas d'histoire. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, je sais pas si ça... Je sais pas si ça raconte pas d'histoire. Je sais pas. Ouais, tu voulais dire? Bah, il y a une beauté dans la composition, la stratification du plan dans la profondeur de champ. Ouais, la notion de profondeur, super. Et c'est vrai que chez les Frères Lumière,
C'était incroyable, la profondeur de champ, ouais. Moi, c'est le point de vue qui m'intéresse, là, dans ce plan, parce qu'en fait, on est habitué à voir les chevaux d'un autre point de vue. On voit leur tête, leurs yeux, on voit... Et là, en fait, le point de vue qu'a choisi l'opérateur, c'est la force des chevaux et leurs efforts collectifs pour traîner quelque chose, comme disait Madame derrière. C'est parce que c'est ce que ça va être. Et en fait, c'est un point de vue sur la force de l'animal, en fait, et pas le point de vue attendu sur le cheval tel qu'on le voit d'habitude. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dit, je ne vais pas paraphraser Alain, mais c'est dit vous allez voir après, où en fin de compte, il y a à une telle hauteur qu'on voit la démarche, effectivement, des chevaux. On ne voit pas en entier, en tout cas au tout début, on voit la démarche. Et ça rejoint ce que tu dis. Ouais, Marie. Il y avait presque une forme de comique ou d'humour en fait dans le côté surenchère de chevaux, quoi. Je me demandais combien il y allait encore. Ah ouais, tu vois, c'est pas le suspense, c'est le comique, toi. D'accord. Alors, tu vois, c'est pas une histoire, mais en tout cas, chacun, c'est ça qui est réconfortant, ne voit pas les mêmes choses et ne ressent pas en tout cas les mêmes choses. Ah, ça, c'est réconfortant. Ouais, vas-y. Ça échappe pas à l'histoire, parce qu'il y a quand même un héritage de la peinture. C'est une mécanisation de l'image fixe au travers d'un plan séquence, fixe mais séquence quand même. Bien sûr. Mais on est quand même dans cette recherche de l'époque, quoi. C'est-à-dire que le cinéma concrétise et donne les lettres de noblesse à la photographie et exhorte la peinture. Et la ligne de fuite que construisent ces chevaux, parce que ça aussi c'est quelque chose qui se peint, qui se construit, mais c'est quand même bien dans cette époque de fin de 19e par rapport à ça. Au-delà du fait qu'effectivement, la nouveauté du mouvement... C'est que ça bouge. On est absolument d'accord. Bien sûr que c'est dans la suite. Je suis absolument d'accord avec toi. Bon, allez, qu'on ait le temps après de voir le film et de discuter. Si tu veux nous envoyer ça dure 8 minutes, vous allez voir. Et donc, regardez un petit peu ce qu'en disent Fanny Ardant et Michel Piccoli. Quand on voit ce plan filmé il y a 100 ans, on sait que tous ceux qui habitaient ce petit bout de monde sont morts maintenant. Les vieux, les jeunes, les chevaux. Et là, on les voit traverser ce carrefour au présent, marchant vers un avenir ouvert qu'ils ne connaissent pas. Avant le cinéma, aucun autre art n'avait pu donner ce sentiment aux hommes. Tu m'as l'air bien sombre aujourd'hui. Mais pas du tout. Je trouve pas ça triste, au contraire. Je trouve même formidable que le cinéma ait pu nous donner ça, le sentiment très vif d'un présent qui n'a plus aucun témoin direct. Il n'existe plus personne qui a pu voir ce temps-là. Et il existe dans ce plan, avec la fraîcheur du jour, où le hasard fait se croiser tous ces gens en 1 minute sur cette place. C'est peut-être ça l'essence du cinéma. Et tu te rends compte, tout ce qu'on peut voir en une poignée de secondes sur la France d'il y a un siècle, c'est comme un prélèvement. Et par hasard, on aurait attrapé un échantillon parfait de toutes les couches de la population, de tous les moyens de transport. On dirait presque que c'est mise en scène, tellement il y a tout. Tu vois, le génie des opérateurs lumière, c'était dans le choix du lieu et du moment. Là, on voit à quel point c'est bien repéré. Tout, avec une précision incroyable. La place de la caméra, le cadre, le moment exact où ils ont le plus de chances d'attraper un maximum de circulation. Ils se mettaient toujours à un croisement de flux, comme là. Ça donnait des plans à la fois rythmés, variés, et très vivants, avec de vraies surprises visuelles dans les entrées de champ. Mais tu crois pas que c'est aussi lié à la très forte contrainte des débuts du cinéma? Ils avaient juste 50 secondes de pellicule et une caméra fixe. Ils avaient intérêt à bien repérer s'ils ne voulaient pas rater leur coup. Mais absolument, mais là, visiblement, c'est pas juste ce coin de rue qui a intéressé le caméraman. Il y avait un sujet prémédité. Ce convoi qui transporte ces énormes blocs de pierre. Il y a un vrai suspense visuel. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans le champ après cette ribambelle de chevaux?
L'opérateur a choisi un angle idéal. Les chevaux vont apparaître un après l'autre dans ce coin et parcourir toute la diagonale de l'image. Il a dû calculer qu'en commençant à tourner la manivelle quand le premier cheval était dans le champ, le convoi serait complètement sorti du plan au bout des 50 secondes fatidiques. Et il y a aussi la hauteur de la caméra. C'est la hauteur parfaite pour voir comment ça marche un cheval, si j'ose dire. On sent les muscles, l'effort des pattes arrière, on voit l'attaque des fers sur les pavés. Oui. On sent aussi la masse et le volume des chevaux comme dans un tableau de Paolo Cello. C'est comme si les débuts du cinéma retrouvaient les débuts de la perspective en peinture. On a la même sensation d'une première fois, une représentation toute neuve. J'aime bien les autres chevaux à gauche, au repos, qui regardent passer ceux qui travaillent. À un moment, t'as vu, on ne voit pratiquement plus que des chevaux dans le cadre. Là, on a vraiment une idée de ce que c'était la ville avant les automobiles. Ce qui est très fort dans le choix de la place de la caméra, c'est qu'il y a là à la fois l'espace de la place, traversé par tous les flux en diagonale, et en même temps, au fond, ce mur en aplat, où les passants sont comme en projection plane, en ribambelle. C'est comme une double image, un double espace. Tu veux bien qu'on revienne au début pour voir en détail tout ce qui se passe? Allez, on y va. Ah oui, il y a le charretier en blouse qui jette un coup d'œil à la caméra. Ça a été les seules années, avant 1900, où les gens pouvaient regarder une caméra comme un objet inconnu, sans savoir vraiment à quoi ça servait. Du coup, il n'y a pas un gramme d'hystérie dans ce regard. Il voit une machine, pas un miroir. Et derrière, là, on voit passer une bonne, à moins que ce soit une nourrice, avec sa coiffe blanche. Ce qui est frappant, c'est que personne ne sort dans la rue nu-tête, même pas les enfants. Tout le monde a un couvre-chef qui indique bien sa place dans le social, la casquette pour les ouvriers, le canotier pour les petits bourgeois, le haut de forme. Là, on en a une belle collection. Dans le fond, là, on voit passer un chargement de bois plus léger, tiré seulement par 2 chevaux. À l'image, le bois vient s'encastrer exactement dans l'arête des gros blocs de pierre. Si on regarde bien, il y a aussi un transport à dos d'homme. Ce type-là qui porte un sac sur les épaules, il a failli être complètement masqué, mais on le voit quand même. Il y a toutes les façons de transporter quelque chose dans une ville. Moi, j'adore ce moment où la signature entre dans le champ. Vautier. Ça fait très roman de Balzac, non? Vautier, Vautrin. C'est complètement surprenant dans cette rue, après tous ces efforts. C'est comme si les 12 chevaux tiraient en fait une signature, une pure trace, légère, immatérielle. C'est la signature de qui, tu crois? Moi, sans doute celle du guerrier. À moins que ce soit celle du destinataire. En tout cas, avec son petit paraphe, c'est vraiment une signature. C'est totalement inattendu. Comme si un artiste avait signé le bloc de pierre avant d'en dégager la sculpture. Et à la fin du plan, quand elle s'éloigne, ça devient comme une signature de peintre sur une toile. Une signature du plan lui-même. Ça aurait été trop beau que l'opérateur s'appelle Vautier. Attends, je reviens en arrière. Voilà. Là, il se passe quelque chose de superbe. Regarde, au moment exact où les blocs commencent à déboucher l'espace du fond, sur ce chariot très rustique qui a l'air de sortir du Moyen-Âge, on voit passer une voiture fermée, légère et rapide, avec son cocher enivré. On ne peut pas imaginer de véhicule plus contrasté. Et là, c'est un hasard magnifique. Au moment exact où les blocs de pierre commencent à déboucher l'espace du fond, on voit se dégager cet homme élégant, avec sa canne et son canotier, qui a attendu que la voie soit libre. Il va venir littéralement prendre sa place dans la composition, de façon aussi aléatoire que parfaite. Oui, le hasard a été plus précis que toute mise en scène. Tu as vu? Un moment, il vient même s'encadrer dans le carré du fond. Il devient la figure centrale d'un triptyque. Puis l'espace central se vide, à part ce type étrange avec son paquet qui traverse l'angle du cadre sans prêter la moindre attention à la caméra. Il a l'air très pressé et très préoccupé. Ça pourrait être un personnage de fiction, je sais pas, un russe exilé, peut-être un terroriste. On a envie de tout imaginer sur lui. Sans doute à cause de son air sombre. Moi, j'aurais plutôt pensé à un pauvre bougre qui ramène chez lui quelque chose qu'il a enfin pu acquérir
dont tous les siens ont manqué depuis longtemps. Il n'en revient pas. Il est très pressé d'arriver. Ensuite, il y a ce moment formidable où tout se passe au fond, en aplat, avec les 3 personnages bien à leur place, chacun devant son carré. On a changé de scène. Tu trouves pas que le mur du fond, à ce moment-là, c'est comme un ruban de pellicule? C'est exactement ça, oui. Eux, ils sont dans les petites images, chacun dans son cadre. Et puis, il y a cette dernière ribambelle de personnages, une parade finale. Et enfin, cette voiture légère, découverte, avec le cocher en haute forme, qui vient balayer le plan, comme un volet, un fermé de rideau. Je trouve que c'est un document pédagogique, un des plus beaux que je connaisse. Non, alors c'est pour répondre aussi à ta question. Tu vois que lui, ta collègue là, qui est juste... Ouais, par rapport à... Tu disais qu'il n'y a pas d'histoire, tu vois, eux, ils en inventent là, par rapport au dernier personnage, voilà. Donc c'est que ça peut aussi raconter... Bon, ça, c'est une boutade. Alors, on va passer au film. Moi, je me rends compte qu'on n'a pas discuté de ce qu'on fait après, de ce qui se passe avec les élèves et tout ça. On essaiera de prendre un moment quand même pour en parler après le film. Là, on va voir un film de Jean-Michel Bertrand. Donc, c'est un film qui date de... Il est sorti en janvier, il y a 2 ans. Bon, Jean-Michel Bertrand, c'est quelqu'un qui est né dans un petit village à Saint-Bonnet, en Champsaur. Pour vous situer ça, c'est entre Grenoble et entre Gap et Grenoble. C'est juste après le col Bayard. Et il y a ce village-là. Et là, vous êtes devant le Dévoluy et puis le Champsaur. C'est absolument magnifique. Et lui, il a parcouru un peu le monde entier. Il est cinéaste. Et puis, à un moment donné, il a envie... donc, il part comme ça de chez lui. Et puis, ça lui manque sa vallée, là où il a toujours vécu. Et il dit, mais j'ai envie de faire des films autour de ma vallée. Donc, il va faire quelque chose... il y a quelques années, à chaque fois, j'arrive pas. Voilà, Vertige d'une rencontre, un film qui va passer assez inaperçu en 2009, qui va raconter un petit peu l'histoire d'Aigle, qui sillonne un peu le coin où il est, parce que c'est un truc un petit peu particulier. Donc, il fait ce film, et puis, quelques années après, il s'aperçoit qu'il y a peut-être des loups qui sont en train de passer. Vous savez, on n'est pas loin du Mercantour, pas loin de l'Italie. Donc, des loups qui sont en Italie, dans les Abruzzes et tout ça, qui sont en train de passer la frontière et qui vont venir peut-être dans cette fameuse vallée qu'il va appeler la vallée des loups. Et il prend le pari avec le producteur de dire, est-ce que tu es d'accord, qui s'appelle Jean-Pierre Bailly, qui a fait beaucoup de films autour de l'aventure, et notamment des films de Nicolas Vanier, et qui est de Grenoble. Et il prend le pari de dire, bon, est-ce que tu me laisses 3 ans, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si je vais voir les loups ou non, est-ce que tu... Voilà, banco, et ils partent et ils font le film. C'est le film qu'on va découvrir et qui vient de rentrer au dispositif, et puis on en cause après. Voilà, bonne projection.